Bonjour et bienvenue dans Estime-toi, le podcast qui explore la confiance et l'estime de soi sous toutes ses formes. Ici, je m'adresse à toutes celles et ceux qui traversent des remises en question ou des transitions de vie personnelle ou professionnelle. Mon intention avec ce podcast est simple, vous donner des clés pour mieux vous connaître afin de mieux vous estimer. Parce que de mon point de vue, c'est le fondement de l'épanouissement et le moyen de trouver enfin sa juste place. Aujourd'hui, dans Estime-toi, nous recevons Julien, qui est docteur en philosophie. Aujourd'hui, il est philosophe en entreprise, c'est-à-dire qu'il aide les organisations, les dirigeants et leurs équipes à gagner en discernement pour agir plus justement. Son credo, c'est qu'une organisation est avant tout un vivre ensemble qui a besoin de soins pour s'épanouir, et ce soin passe notamment par celui que nous accordons à notre faculté de penser. À ce titre, il accorde énormément d'importance aux questions de santé mentale et de sens au travail dans ses interventions. Il est aussi l'auteur de Mourir le temps que ça aille mieux, qui est un témoignage poignant et une analyse de son expérience de la dépression, dont il nous parlera dans cet épisode. Et je lui ai aussi proposé de nous aider à mieux comprendre en quoi la philosophie peut nous aider à booster ou à renforcer notre estime de soi. Eh bien, Julien, merci de venir intervenir dans le podcast Estime-toi. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est avec ta casquette de philosophe, c'est que tu me dises, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire l'estime de soi et avoir une bonne estime de soi. C'est, c'est comment dire? C'est un chemin vital. Ok. C'est, un travail vital, dans tous les sens du terme. C'est le travail d'une vie et c'est vital au sens où on en a profondément besoin, je pense. Je parle, je crois en connaissance de cause parce que j'en ai terriblement manqué pendant très longtemps et je peux voir, les ravages intérieurs que ça génère. Qu'est-ce que c'est pour moi l'estime de soi? Hem, c'est pas une notion facile à définir. D'emblée, j'aurais tendance à la comparer, pardon. J'aurais tendance à la distinguer de la confiance en soi, Ouais. 2 notions qui sont beaucoup, discutées, un peu partout en entreprise, dans les médias, dans pas mal de livres. Je pense que estime de soi et confiance en soi, c'est pas la même chose, mais c'est un couple, conceptuel, qui d'une certaine façon agit de concert. Heu, j'aurais tendance à dire qu'on a confiance en soi quand on a une certaine facilité à se lancer dans l'action, on se fait Mhm. confiance, on saute dans le vide d'une Mhm. certaine façon, on décide. C'est un peu aussi une décision peut-être, de se faire confiance. Hem, je crois que la confiance en soi, pour dire une dernière chose là-dessus, c'est avoir une certaine, conscience, avoir une certaine, hem, certitude qu'on saura faire face en cas de problème. Mhm. On y va plus sereinement. Ça, c'est pour la confiance en soi. Ouais. Donc l'estime de soi, ce qui était quand même ta question initiale, Ouais. l'estime de soi, c'est plutôt, hem, quelque chose qui est, a priori un peu indépendant de l'action. Alors, c'est convoqué bien sûr quand on agit, mais je crois que l'estime de soi, c'est quelque chose qui nous accompagne de façon un petit peu plus, globale, même quand on Ouais. n'agit pas. C'est la capacité qu'on a à se valoriser, à s'aimer, À pas, s'aimer. pas au sens, négativement narcissique, hein, mais vraiment à se valoriser, à dire qu'on est une personne de valeur, une personne qui compte, heu Ouais. aux yeux des autres, mais aussi à nos propres yeux. Exactement. Ok. Très clair. Tu as introduit une petite notion de choix dans la confiance dans la confiance en soi. Est-ce qu'elle existe aussi dans l'estime de toi pour toi? Hem, alors, c'est une très bonne question. Je crois que, au bout d'un moment, quand on a cruellement manqué d'estime de soi, je sais pas, ce qu'il en est Ouais. pour celles et ceux qui n'en ont jamais manqué, je ne sais pas si ça Ouais. existe d'ailleurs, mais en tout cas, quand on en a cruellement manqué, au bout d'un moment, face aux difficultés que ça peut engendrer, on se dit qu'il faut, choisir l'estime de soi au sens où il va falloir, trouver, une façon, Le moyen. ouais, des moyens pour, pour l'activer cette estime de soi. Il va OK. falloir donc, on choisit pas au sens de quand on veut, on peut. Je suis Ouais. pas du tout un adepte de ce volontarisme magique que même pour le dire avec des termes assez forts, j'exècre Ouais. mais par contre, je pense on on fait le choix d'essayer
par plusieurs moyens possibles. Moi personnellement, j'ai essayé plein de trucs, qui marchaient pas, heu, mais heu, heu, mais au bout d'un moment, hem, c'est tellement nécessaire qu'il faut rien lâcher d'une certaine Ouais. façon. OK, super et merci pour ça parce que c'est la première fois qu'on introduit cette notion de choix qui, moi, me parle aussi beaucoup et je suis pareil que toi, il suffit pas de le vouloir pour être heureux. Des fois, on a des événements dans la vie qui font que c'est difficile, mais quand même, à un moment, on a le choix de, laisser faire ou de vouloir changer les choses et je trouve que intéressant, là, sur l'estime de soi et c'est vrai qu'on en avait pas enfin, on l'avait pas du tout évoqué encore. C'est Moi, vrai, tu j'aimerais s ouais, excuse-moi, tu as raison de dire, vas-y. je trouve que tu l'exprimes, de façon très synthétique et bien plus brièvement que moi. Pas du tout, c'est On mon a le rôle. choix on a le choix de pas, abandonner, Ouais, l'idée de construire cette estime de soi, voilà. ouais. C'est ça le plus important, je pense. Ouais, super, merci pour ça. Ouais et j'ai une question toute simple, c'est est-ce que la philosophie, ça t'a aidé à en comprendre, hem, plus ou tu vois, ou des choses différentes sur comment fonctionne l'estime de soi? Comment elle peut se fragiliser? Comment est-ce qu'on peut la booster? Tu vois, est-ce que quels sont les apports de la philosophie là-dessus? Alors, S'il y en a? il y en a plein et il y a potentiellement Ouais, beaucoup de ressources philosophiques à mobiliser pour travailler l'estime de soi, j'imagine, en tout cas pour réfléchir à la notion elle-même. ouais, Personnellement, je l'ai pas beaucoup fait. ouais, En réalité, pourquoi? Parce que, heu, là, on rentre dans des méandres, de ma subjectivité, ouais. personnellement. En fait, mon rapport à la philosophie a longtemps été, heu, une des causes de mon manque d'estime de moi-même. Alors je m'explique, Ouais, j'ai toujours été passionné par la philosophie. Ma rencontre avec la philosophie en terminale a été, contrairement, enfin pour beaucoup d'élèves, c'est souvent compliqué. On a toujours cette figure du professeur de philosophie en tête, qui nous a un peu dégoûtés de la philo, qui nous a pas expliqué à quoi ça servait, pourquoi philosopher et cetera. Moi, j'ai pas eu besoin de tout ça. J'ai tout de suite éprouvé un plaisir intellectuel, qui se suffisait à lui-même, en fait, en OK. philosophie et donc ma rencontre s'est très bien déroulée et j'ai décidé de continuer en philosophie par la suite. Mais là où les choses ont commencé à se gâter d'une certaine Ah façon, ouais. c'est qu'on y reviendra peut-être, mais au cours de mon parcours de philosophe, on va dire, j'ai buté sur des difficultés qui m'ont conduit peu à peu à douter de mes capacités à être un bon philosophe. Alors, aujourd'hui encore, je sais pas trop ce que ça veut dire Oui, être un j'allais te demander c'est quoi un bon philosophe? je n'ai aucune idée de ce que veut dire être un bon philosophe ou plutôt j'en avais certaines idées, mais je suis absolument pas certain, bien au contraire, qu'on puisse résumer être un bon philosophe à ça. J'avais en fait en tête des figures universitaires, des Ouais, personnes que j'admire, heu, des pensées, qui sont belles, qui sont, exigeantes, et je me sentais pas à la hauteur de tout ça. Je me sentais pas du tout à la hauteur de tout ça et donc je me suis laissé, envahir par cette peur, par cette crainte et petit à petit, j'ai fini par croire à certaines prophéties autoréalisatrices, je pense, ouais, qui me disaient que, j'avais peut-être pas le niveau. Et donc, mon rapport à la philosophie a longtemps été, assez peu serein. OK. J'étais, Est-ce je que me je combattais tout le temps. ouais, Julien, juste est-ce qu'on peut rapprocher ça du fameux sentiment d'illégitimité que beaucoup ressentent, tu vois, dans leur travail et toi là, c'est lié à la philosophie et donc peut-être à ces images, de philosophes qui sont, très connus et où on n'a peut-être pas tous, dans notre milieu professionnel, des modèles aussi, «impressionnants» entre guillemets? Non, complètement. En fait, Ouais. c'est-à-dire que ce qui m'est arrivé sur ma niche, de philosophe Ouais. et ce qui peut arriver potentiellement, je pense, à n'importe qui dans son domaine. Alors, je sais pas s'il y a des différences, entre les domaines. Tout ce que je sais, c'est Mmh. que en ce qui me concerne, je trouvais la chose particulièrement écrasante heu, parce que je sais pas si c'est propre à la France mais on a une telle tendance à valoriser les profils prestigieux, les grandes pensées, les grands Ouais, auteurs, qu'on se sent très petit, par rapport à tout ça et c'est en réalité une très mauvaise façon de faire. On ouais. a toujours en tête, cette phrase, que je trouve, vraiment d'une banalité affligeante, extrêmement agaçante.
et qui pourtant est très vrai, c'est il faut pas se comparer. Mmh. Ouais, Bah, ouais, mais bon, enfin, j'ai envie de dire, plus facile à dire qu'à faire, qui ne se compare pas et peut-être que là aussi, c'est le chemin de toute une vie d'arriver petit à petit, à ne à moins se comparer en tout cas, ou en tout cas à attribuer à la comparaison une charge dramatique bien moindre, bien plus faible. Heu, mais heu, mais oui, voilà, en fait, c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi pendant mon aventure de thésard quand j'étais en ouais, doctorat. Heu, c'est le syndrome de l'imposteur. Là aussi, ouais, ça c'est exactement. extrêmement classique, avec, dans mon cas, une, c'est pas une particularité, c'est, une sorte de petit traumatisme, que je peux livrer ici, qui est que, lorsque j'étais en deuxième année de prépa en Cagne, Mmh. j'avais un professeur de philosophie qui était un monstre sacré. C'était, un homme, absolument impressionnant, absolument passionnant, extrêmement, tout à fait fascinant quoi. Vraiment Ouais, quelqu'un qui du coup par son aura, a un certain impact, ouais. sur la pensée de ses élèves, et ce professeur de philosophie avait fini par me dire que, que je ne ferais jamais de philosophie. Ce qui était assez étonnant. Pas très bienveillant. Il l'avait pas dit, c'est ça qui est extrêmement étonnant, c'est qu'il l'avait pas dit de façon, méchante ou cruelle. Ouais, Là, j'ai pas le souvenir dans son ton que c'était ça, c'était plutôt une sorte de il y avait un ton assez factuel et en même temps quelque chose d'assez sentencieux dans son ton qui donnait l'impression qu'il rendait justice à toute la philosophie en me disant ça. OK. Alors que j'avais très bien commencé mon année, que j'étais assez prometteur, je me souviendrai toujours de cette année qui a été très difficile pour moi. Mais, mais voilà, ça avait mal fini. Et du coup, il m'avait dit, plus précisément, il m'avait dit: «Vous lirez des ouvrages de philosophie, vous comprendrez la philosophie, mais vous n'en ferez jamais». Parce que je perdais pied, en fait, dans cette, 2e année de classe prépa. J'arrivais plus à finir mes dissertations, j'étais vraiment extrêmement anxieux et ça avait fini sur cette espèce de prophétie, moi j'ai appelé ça même une malédiction, parce que je l'ai endossée, quoi. Je l'ai d'une certaine Ouais, façon acceptée, j'étais absolument pas armé pour la contrer, pour la dissiper, cette malédiction. Et pendant pas mal d'années, on y reviendra là aussi peut-être, mais j'ai rompu avec la philosophie pendant pas mal d'années avant d'y revenir et avant de me laisser à nouveau, l'opportunité de construire ma place en philosophie. mmh. C'est intéressant parce que là, ça nous montre vraiment l'impact que peuvent avoir certaines personnes sur notre confiance en nous, notre estime de nous. Enfin, j'imagine que là, cette personne qui, a priori, avait une certaine aura, était inspirant, qui te dit: «Tu feras jamais de philosophie», bah, bien évidemment, ça vient ébranler l'image que tu as de toi, potentiellement l'amour que tu as de toi. Tu te mets tu ça très certainement déclenche, un effet de comparaison par rapport aux autres dans la classe. Enfin voilà, il y a tout un tas de mécanismes de protection ou de qui se mettent en place. C'est tout à fait, c'est assez destructeur. Ouais, C'est assez destructeur parce que, heu, en réalité, il y avait une part de moi qui était d'accord avec lui en plus. ouais, C'est comme tu l'as dit, c'est une figure de c'est il y a une aura, c'est une figure d'autorité, c'est quelqu'un qui, à titre personnel, que j'admirais beaucoup, et donc le poids de ces mots, heu, ils ont un impact, considérable, et peut-être que ce qui rajoutait à ma peine, en fait, c'est que je me suis longtemps dit que d'autres à ma place auraient peut-être réussi à déjouer immédiatement, le piège de cette sentence. Je me suis dit, et je me suis longtemps dit que j'avais pas la force mentale, comme on dit parfois, pas les armes. les armes pour combattre cette idée. Maintenant, je suis beaucoup plus tendre avec moi-même, je me dis que je l'ai Ouais, combattu à ma façon et qu'il a juste fallu du temps, en fait. ouais. Mais oui, tu as 100 raison, il y a un impact, il y a un impact énorme de ce genre de paroles. Et il a certainement croisé ta route pour une bonne raison et de toute façon, l'idée, c'est pas de refaire l'histoire, mais en effet, enfin, là, on peut imaginer l'impact que ça a pu avoir sur, l'estime de toi. Ah complètement, Mmh. et l'idée c'était d'en faire quelque chose de ça, de réussir à terme, Exact, ouais. d'en faire quelque chose. Merci. Est-ce que tu veux bien je sais que tu as passé des périodes un peu difficiles. On avait dit que tu étais OK pour, enfin, toi, pour partager un peu. Donc moi, je comprends qu'il y a eu des périodes où tu es rentré dans des,
où ça a été plus difficile? Heu, Tu m'as même parlé de dépression. Tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est joué autour de justement, cette fameuse estime de toi? Comment elle a été ébranlée? Enfin, tu vois? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai fait en effet une dépression sévère. Tu sais, en dépression, il y a plusieurs, il y a 3 grandes catégories, souvent qu'on utilise pour évaluer l'intensité de la dépression. Il y a les dépressions Mmh. dites légères, les dépressions modérées et les dépressions sévères. Et dans les dépressions sévères, il y a c'est pas un ensemble homogène. C'est-à-dire que Ouais, bien ce que sûr. j'ai vécu, j'ose le mot, était assez atroce, mais il y a des gens qui Mmh. vivent des choses encore plus atroces que moi. Mmh. Donc mais voilà, c'était donc une dépression sévère. C'était en 2019 et à l'époque, j'étais en thèse. J'étais en thèse avec, une petite particularité, c'est que j'ai fait ma thèse de philosophie en CIFRE. CIFRE, c'est une modalité de financement, ça veut dire, convention de formation industrielle par la recherche. Hem Et en gros, ça veut dire que je faisais ma thèse en entreprise. Ce qui est, assez étonnant pour un philosophe. Heu, ça existe, il y a des philosophes qui font leur thèse, en CIFRE, mais qu'on se le dise, c'est clairement une niche, on n'est pas très nombreux et ça a été une expérience existentielle assez, alors absolument passionnante, mais aussi très difficile. Mmh. Parce que, la question de savoir quelle est la place d'un philosophe salarié, j'insiste sur le mot salarié, en entreprise, c'est, heu, c'est clairement pas évident. Pas simple. Alors, une fois que j'ai dit ça, je peux rentrer un peu plus dans le détail pour, essayer d'exposer un peu ce qui s'est passé. Je suis, en fait, arrivé en thèse déjà avec un bagage quant à l'estime de moi-même qui était déjà, assez abîmé. Donc j'ai parlé de cette expérience, Ouais. en prépa. Suite à la prépa, j'ai rompu avec la philo comme je Mmh. le disais et je suis allé en école de commerce et pendant environ 4 ans, heu, j'ai expérimenté une, heu, une formation qui m'a plutôt déformé. Pourquoi? Parce que, bah, j'étais pas du tout à ma place, j'aimais pas du tout ça, ça m'intéressait pas et je l'ai vécu, vraiment comme une grosse blessure narcissique au Mmh. sens neutre du terme. C'est-à-dire que je l'ai vécu comme un échec total. Mmh. C'est-à-dire, apprendre pendant 4 ans des choses qui m'intéressent pas, que j'ai pas envie d'apprendre, me préparer à des métiers qui sont pas faits pour moi, et je suis pas fait pour eux. Ça a été vraiment une expérience d'échec, assez, ouais, assez traumatisant pour moi Mmh. et donc quand j'ai décidé de revenir à la philosophie, en me lançant dans une thèse, déjà j'ai dû combattre un sentiment d'illégitimité assez fort et puis, je suis arrivé en thèse avec, des choses qui étaient pas du tout réglées. C'est-à-dire que j'avais encore ce bagage. Ouais. J'avais déjà mon estime de moi-même au plancher, une confiance en moi-même qui était pas dingue non plus et je me retrouve dans un environnement, j'avais l'impression d'accuser un énorme retard en philosophie aussi, c'est-à-dire Ouais. d'être à moitié autodidacte et de pas être, disons-le de façon un peu naïve, mais de pas être assez érudit, de pas et de aussi de pas avoir assez de réflexes, heu presque de réflexes philosophiques pour, bah, encore une fois, bien, pratiquer la philosophie pour être un bon philosophe. Et donc tout ça, ça a engendré des difficultés, mon problème de place dans Mmh. l'entreprise, ce bagage, comment dire? Très lourd en termes de Mmh. manque d'estime de moi. Ça a engendré des difficultés au quotidien. J'avais des grandes difficultés à m'organiser, j'arrivais pas à me concentrer. Après, il faut ajouter à ça les difficultés inhérentes à une thèse en philo. Bon, Ouais. voilà, j'ose le terme, c'est vraiment très dur et je pense que c'est plus dur que dans d'autres, disciplines, ne serait-ce que parce que, les financements en sciences humaines et en philosophie, ils sont calqués sur Ouais. les financements de sciences dites dures et donc on a que 3 ans et une thèse de philo, ça dure rarement 3 ans, ça dure plus longtemps. Donc énormément d'inquiétudes par rapport à ça aussi. Qu'est-ce que je vais faire une fois que mon financement sera terminé? Comment je vais gagner de l'argent, quoi? Ouais. Très concrètement, comment je vais assurer mes fins de mois? Énormément de choses qui se sont mélangées dans ma tête. Les difficultés donc je le disais de concentration, d'organisation, une dévalorisation permanente, parce que je continue à me comparer à d'autres personnes, des personnes qui avaient l'air de mieux s'en sortir que moi, dans leur thèse et puis en fait, qu'on se le dise, en fait, quand tu te dévalorises, tu le fais souvent, par rapport à une figure un peu chimérique.
qui est un mélange, tu sais, de tout ce que tu trouves, le plus fascinant, de toutes les personnes que tu admires le plus et donc du coup, tu crées un niveau d'exigence qui est, il est pas dingue ce niveau d'exigence, il est absurde. Il est vraiment absurde. Merci Julien pour ça parce que, enfin la définition de l'estime de soi, c'est vraiment, l'écart que l'on définit entre qui on est et qui on voudrait être. Ouais, Et ce qui fait que, notre estime de soi est dégradée, c'est quand, soit notre image de nous est très, très basse, ouais, soit notre objectif est très, très haut et ça peut être l'un ou l'autre, ou ça peut être les 2. Et dans ton cas, Ju dans ce cas dans ton cas, Julien, on voit qu'il y a un peu les 2 qui se sont joués. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un gros sentiment d'illégitimité et puis on sent qu'il y a un objectif qui est hyper haut, hyper ambitieux, parce qu'en plus, il y a cette image des philosophes et cetera. Et donc là, ça nous aide vraiment à comprendre ce qui se joue, ouais, tu vois, dans quel mécanisme se met en place. Donc ouais. ouais, merci pour ça. Ouais. De rien, avec plaisir. En fait, tu as raison. Moi, dans mon cas, c'était les 2 et je partais pas avec un capital de départ Ouais. très élevé. Je crois que d'ailleurs, heu, en fait, je viens d'une famille, qui brillait pas par ses membres, enfin, en tout cas, certains de ses membres brillaient pas par leur confiance en eux-mêmes, ni, par leur estime d'eux-mêmes. Donc des j'avais un capital de départ qui était pas dingue et puis je pense que mon estime de moi-même était d'autant plus basse que je fixais des exigences, voilà, tu vois? Donc le cercle Exactement. vicieux, Ouais. c'était assez, voilà. Mais, et du coup, pour en revenir à cette fameuse dépression et ben, tous ces ingrédients, Mmh. heu, bah, voilà, ça a fait de la très mauvaise cuisine, quoi. Ouais. Ça a conduit, si mes mémoires est bonne, c'était en juin 2019, ouais, où à la une phase critique vraiment, le Mmh. déclenchement de la dépression. Je rentre pas trop dans les détails, mais en Ouais. réalité, on pourrait dire que j'avais des symptômes dépressifs depuis longtemps, mais j'étais pas en dépression. Mmh. Mais là, en juin 2019, vraiment la crise s'est déclarée et la sévérité de la crise aussi et ça a été une expérience de vie, alors absolument traumatisante, c'est vrai, mais avec le recul, maintenant que tout va mieux, heu, ça a aussi été une sorte de, moi j'appelle ça, ma petite apocalypse. Parce que, voilà, étymologiquement apocalypse ça veut dire révélation, donc il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose Ouais. à découvrir, et puis ça a été une apocalypse au sens aussi, voilà, complètement, courant du terme, au sens où ça a été assez destructeur. Ça a été, Ouais. Je ouais. comprends. Quand on te voit là, Julien, on n'a pas l'impression que tu sois encore en dépression et tant mieux. Donc j'imagine qu'à un moment, il y a un événement, il y a eu quelque chose, il y a eu, je sais pas, un élan de reconstruction. Enfin, qu'est-ce qui fait que tu es sorti de cette dépression? Alors plusieurs choses, il y a pas de remède miracle, la dépression Mmh. est une maladie, Ouais. il faut le dire et enfin, on s'en sort pas, heu avec, je pense une seule Mmh. façon de faire, une seule solution Ouais. miracle. Moi, je pense que c'est, quelque chose que je dis dès qu'on me questionne, dès qu'on m'en parle, le 1er pas vers la guérison, ça a été de reconnaître mon état. Alors, quand on fait une dépression sévère, c'est difficile de pas le reconnaître. En revanche, je crois que, lorsque les symptômes sont moins intenses, par exemple en dépression, légère, peut-être même modérée, on peut nier notre état. Mmh. Moi, j'ai été aidé par une chose, c'est que, de base, je suis pas du genre à nier, les souffrances que je ressens. Ouais. Et en plus, la sévérité faisait que c'était impossible de le nier. Donc j'en ai parlé tout de suite et j'ai tout de suite mis en place, des choses. Mmh. J'ai contacté, un psychologue, j'ai appelé à l'aide, heu et je le dis, j'ai bien sûr aussi, pris des médicaments, des Ouais. antidépresseurs. Les Mmh. antidépresseurs qui sont, comme le disent beaucoup de médecins ou de psychologues, c'est une béquille. Mmh. C'est-à-dire que, heu, ces médicaments vont nous aider à retrouver une sorte de perception du réel et de Mmh. nous-mêmes à peu près normale. Mmh. Ça dans mon cas, ça n'a pas eu pour effet de booster mon estime Ouais. de moi-même mais ça m'a juste ramené entre guillemets un peu à la normale. Il va de soi que si on se contente de prendre des antidépresseurs sans faire un travail de fond sur soi, Ça suffit les pas. risques de rechute Ouais. sont considérables. Donc ça, c'était les choses très concrètes, objectives, Mmh. heu, que j'ai faites et puis, en réalité, après, il y a aussi, quelque chose de très diffus, quelque chose qui me sera très difficile d'objectiver, mais qui est de l'ordre d'un chemin de vie. La vie a repris son cours et je pense que j'ai juste,
j'ai juste gagné en résolution. Heu, j'ai été, résolu de mener une belle vie. C'est très naïf de le dire comme ça, mais je crois qu'il s'est passé quelque chose d'assez peu identifiable et qui m'a aidé. Alors, il y a aussi des jalons un peu objectifs, Mmh. c'est-à-dire que j'ai fini par terminer ma thèse et donc soutenir ma thèse et Mmh. du coup atteindre le grade de docteur qui était quand même, bah, pour moi un aboutissement. Ouais. Heu, je j'étais revenu à la philosophie et je m'étais, lancé dans cette aventure de thèse, pour plusieurs raisons. La principale, c'est que j'avais envie à nouveau de faire quelque chose que j'aime profondément Mmh. et qui me donne du plaisir Ouais. intellectuel. Mais je pense qu'aussi il y avait, tout simplement aussi en termes institutionnels, c'est un peu bête, mais on sait que ça joue, c'est que j'avais besoin de me prouver que je Mmh. pouvais, atteindre ce niveau, atteindre Ouais. ce grade, pour me donner une légitimité. Donc, il y a eu cette étape-là, mais qui en réalité a pas produit, en tout cas pas immédiatement un effet, ouais, je me souviens d'un docteur avec qui je bossais quand j'étais en contractif qui me disait: «Mais, enfin, ça a rien réglé pour moi, quoi. Maintenant je suis Ouais. docteur, c'est fait». Et moi je le dis de façon un peu provoque parfois, moi ça a juste, ça a juste, comment dire, accru la perception que j'ai d'être un galérien, mais dans la vie, voilà. Voilà, je le dis de façon un peu brutale comme ça, mais Ouais. il y a du vrai là-dedans. En revanche, j'ai appris petit à petit, à Ouais. valoriser ça. C'est-à-dire, à, tu sais, à faire taire la voix La du petite voix. douleur qui dit, «Tu es Ouais. nul, c'est pas suffisant, tu peux faire mieux», qui était très active même, après avoir soutenu ma thèse, qui me disait, Ouais. «Ouais, bah, ta thèse, c'est pas non plus la thèse de l'année, Ouais. elle est pas aussi technique que la thèse d'autres personnes, elle est plus courte que d'autres». Et bah, en fait, j'ai appris à augmenter le volume de l'autre voix, la voix de l'avocate qui dit: «Mais regarde quand même, enfin, OK. c'est cool, franchement, c'est cool». J'ai entendu 3 choses, Julien, donc plaisir, Ouais. reconnaissance, parce que Mmh. quand même le doctorat, c'est une reconnaissance, même si ça résout pas tout, et puis, mieux valoriser ses réussites. Donc faire taire la voix critique qui dit que ça n'a pas de valeur et cetera. Ouais. 3 Ex composantes importantes. Ouais, C'est je viens fondamental ouais. mais là où je suis gêné, c'est que je sais pas trop ce qui a fait que j'arrive à le faire maintenant, tu vois? Que j'arrive à augmenter le volume de l'avocat et à baisser celui du procureur. Mais le fait est que j'y arrive et je crois vraiment que c'est le fait d'être passé par tout un tas d'épreuves dont la plus forte a été cette dépression. Et puis, il y a après, il y a les opportunités de la vie, en fait, j'ai envie de dire. Et c'est Mmh. pour ça, en réalité, ça, c'est un travail collectif. J'ai envie de dire que, en fait, mon bien-être personnel, mon mieux-être, je préfère ce terme, mon mieux-être personnel, il a aussi été possible par des rendu possible par, des mains tendues, Ouais. par des opportunités qui m'ont été données et alors que j'ai su saisir, bien entendu, j'aurais pu ne Mmh. pas les saisir, donc j'ai mon mérite, mais ce mérite, c'est pas du tout celui d'un homme qui fait tout seul. Ça, c'est ridicule. Non, c'est aussi des gens qui m'ont tendu une opportunité et la plus importante d'entre elles, c'est c'est celle de on m'a proposé d'écrire un livre sur ma dépression. Et alors ça a été, je crois, une expérience, plus que fondamentale. Ça a été décisif. Mmh. Heu, il y a quelques années, j'ai réussi à faire publier un petit article où Mmh. j'analysais, ma dépression sur le mode philosophique et où je mêlais témoignages et analyse philosophique de mon vécu, de ce Mmh. que j'ai vécu pendant ma dépression. Et c'était, quelque chose d'assez intime et à la fois assez analytique. Au début, je savais pas où le faire publier. Il est resté dans mes tiroirs pendant 1 an, dans mon tiroir pendant 1 an. Jusqu'à ce que, je passe les détails là aussi qui sont peu importants, mais jusqu'à ce qu'il soit publié dans Philosophie Magazine, sur le Waouh. site. Ouais. Et les retours ont été très positifs. Et quelques semaines après, cette publication, bien je reçois un mail de l'éditrice, Julie Davidou, l'éditrice de Philosophie Magazine, donc qui travaille chez Philosophie Magazine éditeur et qui me propose
qui me propose de transformer cet article en livre. En livre. Et alors, ça aussi, c'est quelque chose que je peux dire. Je crois que si j'avais, un rêve dans la vie, c'était de publier au moins un bouquin. Je l'avais depuis que j'étais ado, depuis que j'avais choisi, de faire une section littéraire. À l'époque, il y avait encore des Ouais, sections littéraires, je crois que ça existe plus. Heu, J'étais vraiment, j'ai toujours été très littéraire et j'ai toujours, aimé l'activité d'écriture philosophique, mais ouais, aussi l'activité d'écriture plus, bah, je sais pas comment dire, bah, un peu comme un écrivain, pas forcément comme un ouais. essai. Mais donc j'aimais les 2 en réalité. Et là, voilà, c'était un rêve qui on me proposait de réaliser un rêve. Alors, ça a été absolument terrifiant. Au début, je me suis dit: «Mais je vais jamais réussir, comment je vais réussir? Quand est-ce que je vais réussir à écrire? J'ai un Ouais. boulot, j'ai ma fille», enfin, mais en fait, j'avais toujours cette proposition dans ma tête. Au début, j'ai pris mon temps, j'ai pas dit oui tout de suite et puis j'ai fini par dire oui, bien entendu, parce que c'était, bah, voilà, c'est encore une fois, c'était vraiment un rêve. Est-ce que tu pourrais nous dire, à ton avis, le rapport que tu as à toi-même, est-ce qu'il est différent enfin, il était différent entre avant l'écriture du livre et après le livre, tu vois? En quoi le livre a pu aussi changer, justement cette vision que tu as de toi, tu vois, bienveillance que tu as avec toi? Tu Ouais. Ouais, Je pense que, vraiment, alors, il y a l'expérience qui s'est accumulée et qui fait que, voilà, de façon diffuse et sans savoir trop ouais, comment, bah, j'ai évolué, et j'ai évolué dans le bon sens selon moi, donc ouais, tant mieux pour moi, tant mieux pour mon entourage aussi parce que c'est pas toujours facile, ouais, et quand on souffre, j'imagine. on peut aussi faire souffrir les autres. Ouais. Enfin, c'est pas qu'on peut aussi, c'est que ça finit souvent par faire souffrir les autres. Mais vraiment l'expérience décisive, ça a été ce bouquin. Mmh. C'est très transformateur. Ouais. Pourquoi? Parce que, bah, déjà avec, alors déjà avec un livre, on va vraiment pouvoir s'exprimer. Mmh. Une thèse, c'est un exercice qui est extrêmement codifié. Ouais. J'ai beaucoup aimé écrire une thèse. Il y a une technicité qui peut être un peu grisante, Mmh. mais qui aussi obéit à un formalisme, qui voilà, c'est moins viscéral. Ouais. Là, avec ce livre, moi, j'ai vraiment découvert un moyen d'expression qui a tout changé pour moi. Parce que, Mmh. aussi parce que je me suis affranchi de certains déterminismes que je pouvais Ouais. avoir. J'ai accepté d'écrire un livre, un essai de philosophie qui serait basé sur un témoignage, donc qui serait écrit à la première personne, du singulier, écrit en «je», qui mêlerait des éléments, autobiographiques à des analyses philosophiques, ce qui est peu commun, Ouais. heu heu, je crois, hein, dans le milieu des essais de philo. Et je me suis vraiment autorisé à faire ça. J'avais des craintes, j'avais des doutes, j'avais peur qu'on se dise: «Oh bah, heu, il va nous raconter son histoire, Mmh. dépressif, il vient chouiner», donc j'ai vraiment dû, essayer de trouver une forme de justesse dans Mmh. cette aventure d'écriture pour être, le plus moi-même possible, disons-le comme ça, et produire quelque chose qui me ressemble vraiment. Ce que je voulais vraiment produire. J'étais encore, j'étais encore très accaparé par des codes qui venaient du monde Ouais. universitaire, et donc tu peux imaginer que je me jugeais beaucoup par rapport à ça. Je me disais: «Non, mais alors c'est pas assez universitaire, c'est comment ça va être accueilli?» et cetera. Et en fait, j'ai réussi à dissiper tout ça à l'aide aussi notamment de mon éditrice, en me réinterrogeant sur pour qui j'écrivais. Ouais. Et bien sûr pour moi, donc il faut que j'aime ce que je Et fais que aujourd'hui, mais j'écris aussi pour être lu. Et il s'avère que ce livre, il avait aussi un objectif grand public. Ouais. Mon objectif, c'est d'être lu, c'est qu'on en parle, et donc si je suis lu que par les philosophes, ça m'intéressait pas. Ça Ouais. m'intéressait pas, donc et ce qui m'a rendu, ce qui a produit un énorme sentiment d'accomplissement, c'est que je crois que j'ai été sur une ligne de crête de A à Z, qui était, vraiment ce que je m'autorise enfin, je m'autorise à dire que c'est le parfait mélange entre l'exigence philosophique, quand faut y aller, on analyse, Ouais. on y va, et un ton plus simple, beaucoup plus libre,
qui fait que ce livre vraiment, s'adresse à toutes et tous. OK et il te ressemble? Il est Et il me ton chemin? ressemble et en fait, je goûte le plaisir d'être vraiment satisfait Ouais, de ce que je fais, de ce que j'ai fait et et cette forme de plénitude, bien sûr qu'il n'est pas parfait, et mais c'est bien la preuve que la voix du procureur, elle est beaucoup plus basse qu'avant, voilà. C'est que je le sais, c'est pas parfait, ouais, d'être parfait, mais en fait j'aime ce que j'ai fait, j'aime l'avoir fait, ça a été une écriture joyeuse, même si c'est un sujet très lourd, et donc être satisfait, c'est très précieux. et moi, il y a une question qui me vient là, c'est, tu vois, maintenant que tu as écrit ce livre, que tu as finalement c'est aussi une reconnaissance, hein, d'écrire un livre parce qu'on est lu, parce que, voilà, il y a une éditrice qui est venue vers toi. Tu aurais envie de dire quoi? Ou tu regardes comment ce qui s'était passé avec ce prof de Cannes là qui t'avait dit, «Tu feras jamais de la philosophie ou tu seras jamais philosophe». Ouais, on m'a déjà posé cette question. Je pense que non, mais j'ai pas de moi, j'ai pas de rancœur. J'ai pas Ouais, de, je pense que juste factuellement, je trouve que c'était, bon, c'était pas très malin de me dire ça. ouais, Ça a eu un impact énorme sur moi, ouais, mais je lui en veux en fait, je lui en veux pas parce que je pense pas que c'était méchant. ouais, Je pense vraiment qu'il était persuadé, que j'étais pas fait pour être philosophe et peut-être que d'ailleurs il le penserait toujours. Peu importe, en ouais, fait, peu importe hem, parce que je crois rétrospectivement que malgré toutes les difficultés, j'ai privilégié quelque chose que je crois fondamental qui est, de faire ce qu'on aime et comme on aime le faire. mmh, Avec, rigueur, mmh, j'espère, heu, rigueur mais aussi avec joie. mmh. Donc je pense que c'est ça vraiment le plus important pour moi en tout cas. Mmh. C'est ce qui a fait ton chemin de vie, ça fait partie de ton chemin de vie. Après, on verra, moi je me questionne beaucoup et j'espère que j'arriverai à le traiter dans le podcast, de l'impact aussi, de l'éducation, sur notre estime de nous et tu vois, quand j'entends des choses comme ça, ben, clairement moi ça me questionne. Alors peut-être que ça avait lieu d'être ou pas, ou en tout cas sur la forme et en tout cas on voit que ça a eu un impact fort sur toi. Donc voilà, donc mais ça j'essaierai d'adresser ces sujets-là, dans un autre épisode du podcast, mais ça tu vois, ça me donne, sujet à réflexion. Ouais. Hem, Maintenant que tu as reboosté ton estime de toi, est-ce qu'il y a quelque chose au quotidien, tu vois, qui t'aide ou que tu essaies de faire ou tu vois, ou un conseil ou quelque chose qui t'aide à, bah, continuer dans ce chemin de vie que alors j'ai entendu, hein, prendre du plaisir, donc cette période de livre à toi t'a apporté du plaisir. Comment est-ce que tu entretiens ça maintenant que le livre il est sorti? Moi, alors il y a des choses, comment dire? Très standards, qui Mmh, sont, je pense, qui peuvent être valables pour tout le monde. C'est, moi je fais beaucoup de sport. Déjà le ouais, sport c'est, heu, c'est fondamental pour moi et je crois que ça m'aide vraiment. Bah, il y a cette idée, de l'esprit sain dans un corps sain. ouais, Voilà, OK, ça c'est fondamental, c'est quelque je chose te que rejoins. j'essaie de cultiver, au quotidien donc ça m'aide. Hem, mais mais je pense aussi que, ouais, non, mais c'est une question compliquée. C'est vrai que c'est une question compliquée parce que tout ça est tellement diffus que, il y a c'est difficile d'objectiver encore une fois. Ouais, Je pense que la vie ayant fait que, ouais, avec mon action, avec, un peu l'évolution, entre guillemets «naturelle» des choses, avec, heu, ces mains tendues dont je parlais tout à l'heure, ouais, il s'avère que maintenant, pour toutes ces raisons-là, j'arrive à plus me valoriser et j'arrive ouais. à à à pardon pour la naïveté aussi, mais à m'aimer davantage. Ouais Voilà et ça n'a rien de naïf, Julien, et c'est c'est toute l'histoire de l'estime de soi. oui, c'est vrai et c'est en fait, c'est tellement agréable Ouais, que je pense que, il y a une sorte de voilà, là aussi de résolution à rester dans cette, sur ce chemin-là. ouais, Pour rester sur ce chemin-là, il y a, je crois, des choses qui sont, avec lesquelles il faut pas transiger, ouais, heu, pour pas redevenir un peu un somnambule, pour pas retomber dans des mauvais réflexes. C'est en effet, on se l'est dit et tu l'as souligné, c'est en fait,
faire ce qu'on aime. Mmh. Mais faire ce qu'on aime, faire ce qui a du sens pour nous, ça je pourrais en parler des heures, mais cette belle question du sens qui est souvent Ouais. galvaudée, elle est fondamentale. Pour f pour que les choses aient un sens pour nous, pour qu'on fasse ce qu'on aime, il faut réussir à, je crois, faire un gros travail heu, sur, déjà vraiment travailler sur nos valeurs. Mmh. Pardon, il arrive que maintenant ce mot, mais en réalité j'aurais pu le prononcer depuis beaucoup plus tôt. Travailler sur nos valeurs, mais vraiment là aussi je veux pas que ça soit, interprété comme quelque chose de tarte à la crème. Les valeurs, c'est notre colonne vertébrale. Mmh. Moi je suis un grand moraliste au sens neutre du terme, c'est que je pense que, vraiment la vie vaut la peine d'être vécue quand quand on parvient à identifier les valeurs qui sont véritablement les nôtres et qu'on les met en pratique. Les met en pratique. En philosophie, je suis assez adepte de ce qu'on appelle l'éthique des vertus. Quelle personne j'ai envie d'être? Ça, c'est OK. fondamental et on est personne si on n'a pas une colonne vertébrale, Mmh. axiologique, on dit en philo, qui est une Mmh. des valeurs fortes qu'on Donc définir ses valeurs et s'assurer que nos actions ou notre comportement est aligné avec ses valeurs. tout à fait. Mais parce que aussi cette question du sens que j'évoquais, elle est profondément liée Mmh. à nos valeurs. Mmh. C'est difficile de pouvoir se réclamer d'un sens quelconque, si on n'a pas de valeurs. En fait, je crois Mmh. même que ce sont nos valeurs, ce en quoi on croit qui donnent du sens, Qui crée le sens. Ouais. à notre existence. Donc je crois que voilà, c'est un gros détour, mais une des une des une des clés, c'est d'avoir ce travail permanent sur nos valeurs, au quotidien, les mettre en pratique Mmh. mais parce qu'en fait, là aussi, ça a un énorme impact pardon, sur l'estime de soi. Mmh. Parce que si on voilà, si on perd notre colonne vertébrale, si on transige avec, ce en quoi on croit, ce qu'on croit juste, Mmh. bah, encore une fois, on est un peu personne. On a une forme d'absence à soi-même même sans qu'on s'en rende conscience, va nous dévaloriser. Je donne un exemple très concret. Mmh. Heu, Au sortir de ma dépression, j'ai ressenti vraiment, j'ai toujours été quelqu'un avec des convictions assez fortes, mais parfois, il faut l'admettre, j'avais beaucoup de théories et peu de pratiques. En fait, la dépression a notamment eu cet effet de, voilà, faire coïncider théorie et pratique et un exemple, ce qui n'engage que moi, mais je suis devenu végétarien. Mmh. Voilà, pour des raisons, d'éthique animale et des raisons écologiques. Heu voilà, auparavant, j'avais souvent des discours enflammés sur le sort des animaux, Ouais. sur, sur notre, nos réflexes et nos égoïsmes qui font que, on on détruit nos environnements, nos écosystèmes. Mais il y avait peu d'actes, quoi. J'étais sensible à Ouais. la question, mais peu agissant. Bah, voilà, hop là Ouais. Donc là, tu as aligné ton comportement avec, ces c'est une valeurs-là. valeur et en fait, quand tu te sens droit dans tes bottes, Mmh. tu fais cet effort de réfléchir et de distinguer aussi beaucoup les valeurs des normes. C'est Mmh. quelque chose de très important, les normes ou les injonctions. Mmh. Ça peut paraître banal, mais je pense qu'on est très nombreux et je m'inclus dedans, hein. Si on fait pas ce travail, on finit par adhérer à des pseudo-valeurs. On croit que ce sont vraiment les nôtres et en Mmh. réalité, on n'en a rien à faire. Si on fait ce travail sur une sorte d'identification de, voilà, qu'est-ce qui compte vraiment pour nous? Qu'est-ce qui compte vraiment pour nous? Les 3 quarts des trucs dont on se réclame au quotidien, au travail, le monde du travail est pour ça quand même, Mmh. je suis un peu sévère, mais très, voilà, il est très producteur de fausses Mmh. valeurs, de normes plus que de valeurs, voilà. Si on fait ce travail d'identification, bah, je pense que c'est un soin qu'on se doit à soi-même et du coup aussi aux autres Ouais. parce que cet alignement, comme tu dis, in Et fine, qui il rejaillit aussi toujours sur et l'extérieur. qui va booster notre image de nous et donc notre estime de soi. Ouais. On arrive à la fin de cet épisode, Julien, merci, c'était très riche. Je vais te poser, une dernière question. Alors je sais que tu es pas fan, des phrases toutes faites, mais est-ce qu'il y a une phrase que tu aimes bien et que tu peux parfois appeler ou qui peut te donner une direction comment, con maintenir cette estime de toi que tu as développée? Surtout un mot, Ouais. dans un premier temps, plus qu'une phrase, c'est le mot de sincérité. Mmh. Le mot de sincérité, et si, ouais, si je fais un peu
si je rembobine et que je repasse par Mmh. toutes ces choses dont j'ai parlé là pendant notre discussion, heu, je 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 sais aussi aujourd'hui que la dépression, ça a été un un épisode où j'aurais pu en parler plus Mmh. longuement. Ça a eu pour effet de me donner l'impression que j'étais privé de tout devenir, Mmh. privé de toute liberté. Ça, c'est une mécanique que j'analyse Mmh. dans le bouquin notamment et qui te donne l'impression que tu n'as plus aucun possible. Mmh. Plus rien n'est possible, que tu ne deviendras plus. Mmh. Tu es figé dans la souffrance. Et ben, maintenant que tout va mieux, heu, ce que je me souhaite, mais je pourrais le souhaiter à n'importe qui, Ouais. c'est voilà, c'est de continuer à devenir, de renouer avec ce devenir, mais de devenir sincèrement, Devenir avec sincérité. devenir avec sincérité, ouais. OK. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi. Merci d'être intervenu dans le podcast et pour finir, bah, je te souhaite à toi et à tous les auditeurs de devenir avec sincérité. Merci Vanessa. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Estime-toi. J'espère qu'il vous a donné des clés pour booster votre estime de soi. Si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner, à laisser un avis et à le partager autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à le faire grandir. Et si vous souhaitez poursuivre la conversation, je vous retrouve avec plaisir sur LinkedIn. Et surtout, souvenez-vous, prendre soin de votre estime de soi, c'est vous donner l'opportunité de trouver enfin votre juste place.